Je m'appelle Anastasia, et je viens d'avoir 32 ans le mois dernier. En grandissant, j'ai vu mon cousin Jackson tout recevoir sur un plateau d'argent pendant que je travaillais pour absolument tout ce que j'ai jamais eu. Voiture neuve, école privée, vacances coûteuses, vêtements de marque, et j'en passe. Nos éducations différentes ont créé une relation compliquée, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui s'est passé au dîner de Thanksgiving l'année dernière, quand il a découvert accidentellement que je valais 10 millions de dollars. Laissez-moi vous dire que la crise qui a suivi restera dans les annales. Avant d'entrer dans cette histoire folle, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, et appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà eu affaire à des membres de votre famille qui pensent que tout leur est dû. J'ai grandi dans ce que la plupart des gens considéraient comme une solide famille de la classe moyenne dans une banlieue de Boston. Mon père travaillait comme ingénieur électricien, et ma mère enseignait en deuxième année à l'école primaire locale. Nous vivions dans une modeste maison de 3 chambres avec une seule salle de bain qui semblait toujours trop petite chaque fois que nous avions des invités. Mes parents n'étaient en aucun cas pauvres, mais ils étaient extrêmement prudents avec l'argent. Chaque achat était planifié. Chaque dépense était suivie dans le carnet de budget méticuleux de ma mère, et les achats impulsifs étaient pratiquement interdits dans notre foyer. L'argent ne pousse pas sur les arbres, Anastasia, disait mon père, chaque fois que je demandais quelque chose qui n'était pas absolument nécessaire. Si tu veux quelque chose de spécial, tu dois travailler pour l'obtenir. Cette philosophie a façonné toute mon enfance. Quand j'ai voulu un nouveau vélo à l'âge de 8 ans, j'ai passé des mois à faire des corvées supplémentaires dans le quartier, à collecter des bouteilles pour l'argent du recyclage, et à économiser chaque dollar reçu pour mon anniversaire. La fierté que j'ai ressentie lorsque j'ai finalement gagné assez pour ce chewing bleu avec le panier blanc était indescriptible. Mes parents ont doublé mes économies pour récompenser mon travail acharné, mais j'ai d'abord dû gagner ma moitié. Puis il y avait mon oncle Josh et ma tante Mélanie. Ils vivaient dans une immense maison de 6 chambres dans l'un des quartiers les plus riches de la région, avec piscine, cours de tennis et un garage pour 3 voitures abritant des véhicules qui coûtaient plus que les salaires annuels combinés de mes parents. Oncle Josh avait hérité d'une entreprise de fabrication prospère de mon grand-père et l'avait considérablement développée, faisant de la branche riche de notre arbre généalogique. Leur fils, Jackson, avait 2 ans de plus que moi, et depuis le plus jeune âge dont je me souvienne, il était l'enfant chéri qui n'avait jamais à attendre pour ce qu'il voulait. Alors que j'économisais pendant des mois pour acheter un jouet à 20 $, Jackson mentionnait nonchalamment quelque chose qu'il aimait et le trouvait qu'il attendait le lendemain. Le contraste entre nos vies devenait particulièrement évident lors des réunions de famille. Je me souviens encore très bien de la fête du 10e anniversaire de Jackson. Elle s'était déroulée dans un parc aquatique intérieur qu'ils avaient entièrement loué pour l'occasion. Au moment d'ouvrir les cadeaux, il a déballé paquet après paquet de jouets coûteux, s'arrêtant à peine pour apprécier chacun d'eux. Le clou du spectacle était une console de jeux toute neuve qui venait de sortir cette semaine-là, accompagnée de 15 jeux différents. Jackson a à peine réussi à formuler un merci à contre-cœur avant de passer à la prochaine distraction brillante. 3 mois plus tôt, pour mon 8e anniversaire, j'avais reçu un nouveau sac à dos pour l'école, quelques livres et une simple montre numérique que je chérissais parce que j'avais mentionné en vouloir une 6 mois plus tôt, et mes parents s'en étaient souvenus. La différence dans nos célébrations n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question d'attente et de gratitude. Tes cousins ont des valeurs différentes des nôtres, m'a expliqué ma mère quand j'ai demandé pourquoi Jackson avait tellement plus que moi. Nous croyons qu'il faut enseigner la valeur des choses, pas seulement te les donner. Quand nous étions enfants, Jackson et moi nous entendions plutôt bien quand nous étions très jeunes. Nous jouions ensemble lors des réunions de famille, construisant des forts au sous-sol ou nageant dans sa piscine pendant les barbecues d'été. Mais en grandissant, l'écart de richesse entre nos familles a commencé à créer un fossé. Au moment où nous sommes devenus préadolescents, Jackson avait développé un air de supériorité qui rendait nos interactions de plus en plus inconfortables. Il a commencé à faire des commentaires sur mes vêtements, demandant pourquoi je portais la même veste de Noël de suite, ou pourquoi mes baskets avaient des éraflures. Il exhibait fièrement ses derniers gadgets, sachant que je ne pouvais pas me permettre des choses similaires. Papa dit que les gens qui travaillent pour d'autres ne réussiront jamais vraiment, m'a-t-il dit une fois lors d'une fête du 4 juillet quand j'avais 11 ans. Il dit que les employés ne font qu'aider quelqu'un d'autre à s'enrichir. Je ne savais pas quoi répondre à cela à l'époque. Mes 2 parents travaillaient pour d'autres, et ils semblaient parfaitement heureux dans leur vie. Mais les mots de Jackson ont planté une petite graine de doute qui refaisait surface de temps en temps quand je voyais les différences matérielles dans nos vies. Il y avait des moments où l'inégalité faisait plus mal que d'autres.
Quand mon vieil ordinateur portable est tombé en panne alors que je travaillais sur un projet scolaire en 4e, j'ai demandé à mes parents si nous pouvions en avoir un nouveau. Ils ont expliqué que nous devrions attendre le mois suivant, quand papa recevrait sa prime. Le même week-end, j'ai entendu tante Mélanie mentionner nonchalamment qu'il venait d'acheter à Jackson son 2e ordinateur de l'année parce qu'il en voulait un avec de meilleurs graphismes pour les jeux. Le mélange d'émotions que j'ai ressenti était complexe. Il y avait de l'envie, certainement, en regardant Jackson flotter dans la vie sans contrainte financière. Il y avait de la confusion sur la raison pour laquelle la vie semblait tout donner si facilement à certains alors que d'autres devaient lutter. Mais surtout, il y avait une détermination silencieuse qui grandissait en moi, un désir de prouver que le travail acharné et la persévérance pouvaient être tout aussi précieux que de se voir tout offrir. Je ne savais pas à quel point nos chemins divergeraient radicalement en entrant dans l'adolescence, ni comment ces premières leçons de valeur façonneraient la personne que je deviendrais. Le lycée a marqué le point où les différences entre la vie de Jackson et la mienne sont devenues impossibles à ignorer. Tandis que je fréquentais le lycée public local, Jackson était inscrit à la Westfield Academy, une école privée exclusive dont les frais de scolarité annuels étaient plus élevés que ceux de certaines universités. Son uniforme coûtait plus cher que toute ma garde-robe, et il ne manquait jamais une occasion de mentionner les anciens élèves célèbres qui avaient obtenu leur diplôme de sa prestigieuse institution. Pendant ma 2e année de lycée, j'ai obtenu mon premier emploi régulier dans un café local, travaillant les week-ends et certains après-midi après l'école. Le salaire n'était pas génial, mais j'économisais chaque centime pour l'université. Mes parents avaient été clairs avec moi depuis mon plus jeune âge qu'ils m'aideraient autant que possible pour mes études, mais que des bourses et des emplois à temps partiel devraient combler les lacunes. Pendant ce temps, Jackson a eu 16 ans et a reçu un cabriolet BMW flambant neuf comme cadeau d'anniversaire. Je me souviens encore du jour où il l'a conduit jusqu'à notre maison, faisant délibérément vrombir le moteur dans notre allée pour s'assurer que tout le monde remarque son arrivée. « Belle voiture, n'est-ce pas ?» a-t-il dit, faisant passer les clés d'une main à l'autre alors que nous étions dans l'allée. Papa m'a laissé choisir la couleur et tout. 0 km quand on l'a récupéré hier. J'ai hoché la tête poliment tout en calculant intérieurement que sa voiture coûtait environ 5 ans de mon salaire au café. La même semaine, j'avais été ravi de trouver un jean que je voulais en solde. « Qu'est-ce que tu conduis ces jours-ci, Anastasia ?» a-t-il demandé, sachant très bien que je n'avais pas de voiture. « J'économise », ai-je répondu, essayant de maintenir ma dignité. Je prévois d'acheter quelque chose de fiable l'année prochaine après avoir obtenu mon permis. Il a ri, pas méchamment, mais avec une confusion sincère. Pourquoi ne pas simplement demander à tes parents? Un 16e anniversaire sans voiture, c'est un peu triste, tu ne trouves pas? C'était la vision du monde de Jackson en un mot. Le concept de ne pas pouvoir se permettre quelque chose ou de choisir d'économiser plutôt que de dépenser lui était complètement étranger. Dans son esprit, la seule raison pour laquelle quelqu'un n'aurait pas quelque chose était parce qu'il ne l'avait pas encore demandé. Pendant ma première, ma vieille Honda Civic que j'avais achetée pour $1500 est tombée en panne sur l'autoroute. La réparation allait coûter $800, de l'argent que je n'avais pas facilement disponible puisque j'avais tout mis de côté pour mon fonds universitaire. Dans un moment de désespoir, j'ai ravalé ma fierté et j'ai appelé Jackson pour lui demander si je pouvais emprunter de l'argent, promettant de le rembourser avec intérêt sur mes prochains chèques de paie. « Désolé, cousine, c'est beaucoup d'argent », a-t-il dit, l'air sincèrement désolé mais ne faisant aucun réel effort pour aider. « As-tu demandé à tes parents? Ou peut-être que tu pourrais prendre une carte de crédit ou quelque chose comme ça. » Ce soir-là, mon fil Instagram montrait Jackson dans un restaurant cher avec des amis. La légende disait « dîner impromptu ». Pourquoi pas? L'addition visible dans le coin de la photo aurait pu couvrir les réparations de ma voiture 2 fois. J'ai fini par prendre des services supplémentaires et emprunter $200 à ma meilleure amie, Sarah, pour remettre ma voiture en état de marche. L'expérience m'a appris 2 leçons précieuses, ne jamais compter sur l'aide financière de mon cousin, et toujours garder un fonds d'urgence séparé de mes autres économies. Nos cérémonies de remise de diplôme du lycée ont eu lieu des week-ends différents, donc nos familles ont assisté aux 2. Ma remise de diplôme était une affaire simple au stade de football, suivie d'un barbecue dans le jardin avec des amis proches et la famille. J'ai reçu un cadeau modeste mais significatif de mes parents, un ordinateur portable pour l'université et un chèque de $500 pour aider avec les dépenses. La remise de diplôme de Jackson était une expérience entièrement différente. Son école a tenu la cérémonie dans un centre des arts du spectacle orné avec des programmes imprimés professionnellement et des discours de dignitaires locaux. Ensuite,
oncle Josh et tante Mélanie ont organisé une fête somptueuse dans leur country club avec au moins une centaine d'invités, un groupe de musique live et un traiteur qui a dû coûter des milliers de dollars. Le cadeau de remise de diplôme qui attendait Jackson sur le parking était un Range Rover flambant neuf avec un énorme nœud rouge sur le dessus. Alors que la foule d'invités bien habillés faisait des « oh » et des « ah », je me suis tenu en retrait et j'ai observé la réaction de mon cousin. Il semblait satisfait mais pas particulièrement surpris ou reconnaissant. C'était simplement ce à quoi il s'attendait. « Tu vas à l'université d'État à l'automne, c'est ça ?» m'a demandé Jackson plus tard dans la soirée, faisant référence à l'université publique que j'allais fréquenter. « Oui, j'ai eu une bourse partielle », ai-je dit, incapable de cacher une note de fierté dans ma voix. La bourse d'études avait été le résultat d'innombrables nuits blanches à étudier et à maintenir une moyenne de 4.0. « Cool, cool », a-t-il hoché la tête distraitement. « Je vais à Princeton. » Admission par filiation. Tu sais ce que c'est. Papa a passé quelques coups de fil. Je ne savais pas ce que c'était, en fait. Mon admission à l'université avait été obtenue grâce à mes notes, mes résultats aux tests et des dissertations de candidature soigneusement rédigées, pas grâce aux relations familiales. Mais j'ai simplement souri poliment et je l'ai félicité. Alors que l'été s'estompait et que l'automne approchait, nos chemins ont divergé encore plus. J'ai travaillé à temps plein pour économiser chaque dollar possible avant de commencer les cours, tandis que l'Instagram de Jackson montrait une tournée estivale en Europe, des festivals de musique coûteux et des virées shopping en préparation pour son expérience dans l'Ivy League. Le contraste dans nos parcours n'aurait pas pu être plus frappant. Jackson entrait dans l'âge adulte avec tous les avantages que l'argent pouvait acheter, tandis que je me préparais à travailler 2 fois plus dur pour la moitié du résultat. Du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Je n'avais aucun moyen de savoir à quel point nos histoires se dérouleraient différemment. L'université a été à la fois plus difficile et plus enrichissante que ce que j'avais prévu. Ma bourse partielle couvrait environ 60% de mes frais de scolarité, me laissant responsable du reste, plus le logement, les livres et les frais de subsistance. Pour joindre les deux bouts, je travaillais comme assistante de recherche au département d'informatique pendant la journée et prenais des services le week-end dans un restaurant local. L'horaire était brutal, me laissant souvent avec seulement 5 ou 6 heures de sommeil. Mais j'étais déterminé à obtenir mon diplôme sans une dette écrasante. Je me suis spécialisé en génie logiciel, l'une des rares femmes dans un programme dominé par les hommes. Le premier semestre a été particulièrement difficile, avec plusieurs professeurs qui semblaient sceptiques quant à mes capacités et des camarades de classe masculins qui soit m'ignoraient, soit essayaient de m'expliquer des concepts de base que je comprenais déjà. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré d'épuisement et de frustration, me demandant si j'avais choisi la bonne voie. Pendant ce temps, les réseaux sociaux de Jackson documentaient une expérience universitaire très différente. Ces photos de Princeton montraient des fêtes de fraternité élaborées, des week-ends à New York et des vacances de printemps dans des lieux tropicaux. Tous les quelques mois, il changeait de spécialisation, passant de l'économie aux sciences politiques à l'histoire de l'art, apparemment sans se soucier de créer un parcours éducatif cohérent. Maman et papa se fichent de ce que j'étudie tant que j'obtiens le diplôme de Princeton, a-t-il expliqué lors d'une rare conversation téléphonique pendant notre 2e année. De toute façon, ce sont les relations qui comptent, pas les cours. Pendant ma 3e année, j'ai eu un moment décisif qui allait finalement changer la trajectoire de ma vie, bien que je n'ai pas reconnu son importance à l'époque. Je suivais un cours d'algorithmes avancés avec le professeur Amanda Martinez, l'une des rares femmes membres du corps professoral du département. Après avoir rendu une solution particulièrement créative à un problème complexe, elle m'a demandé de rester après le cours. « Vous avez une façon unique de penser à l'architecture des systèmes », a-t-elle dit en examinant mon travail. « Avez-vous envisagé où vous voulez faire votre stage l'été prochain ?» J'ai admis que j'avais été trop concentré sur le paiement de mes études pour beaucoup penser au stage, d'autant plus que beaucoup des plus prestigieux n'étaient pas rémunérés, un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Le professeur Martinez a secoué la tête. « Laissez-moi vous présenter à certains de mes anciens étudiants. Ils ont créé une petite entreprise de technologie il y a 2 ans, et ils recherchent des stagiaires talentueux. C'est payé, et si vous les impressionnez, cela pourrait déboucher sur quelque chose de plus. » La semaine suivante, j'ai passé un entretien avec Visuitech, une start-up spécialisée dans la création de logiciels de visualisation pour des ensembles de données complexes. L'équipe fondatrice, composée de 3 jeunes diplômés et d'un développeur de logiciels chevronné, travaillait dans un entrepôt reconverti qui avait plus d'énergie que de commodité. On m'a offert un stage sur le champ avec un salaire qui m'a permis de réduire mes heures au restaurant.
dès le premier jour, je me suis lancé dans le travail. Alors que les autres stagiaires maintenaient des horaires stricts de 9 à 5, je restais souvent jusqu'à minuit, fasciné par les problèmes que nous résolvions. L'équipe fondatrice a remarqué mon dévouement et a progressivement commencé à m'inviter à des réunions stratégiques et à me demander mon avis sur les décisions relatives aux produits. À la fin de l'été, le PDG, Michael, m'a appelé dans son bureau encombré pour ce que je supposais être un bilan de fin de stage standard. « Nous voulons que tu restes à temps partiel pendant l'année scolaire », a-t-il dit sans préambule. 20 heures par semaine, flexible en fonction de tes cours. Et nous voulons t'offrir autre chose. Il a fait glisser un document sur le bureau. C'était une offre d'une petite participation au capital de l'entreprise, des fractions de points de pourcentage, mais une véritable participation néanmoins. Tu penses comme une propriétaire, pas comme une employée, a expliqué Michael. Nous voulons rendre cela officiel. Cela pourrait ne rien valoir, ou cela pourrait valoir quelque chose un jour si nous réussissons. Aucune pression dans un sens ou dans l'autre. J'ai signé les papiers ce jour-là mais n'ai parlé de la participation à personne dans ma famille. Cela semblait trop abstrait, trop comme vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Au lieu de cela, j'ai simplement mentionné que j'avais un bon emploi à temps partiel dans mon domaine, ce que tout le monde a pris comme un autre exemple de mon éthique de travail. Pendant les vacances, je voyais occasionnellement Jackson, qui arborait maintenant des vêtements de marque avec des étiquettes européennes et parlait sans cesse de son réseau de relations importantes. Il s'était décidé pour l'économie comme spécialisation, bien qu'il se plaignît constamment de la charge de travail et admit payer d'autres étudiants pour faire certains de ses devoirs. L'université n'est qu'une formalité, a-t-il insisté lors d'une conversation particulièrement irritante. Papa a déjà un poste qui m'attend dans l'entreprise après l'obtention de mon diplôme. Parcours de dirigeant dès le premier jour. J'ai hoché la tête et changé de sujet, gardant mes pensées pour moi. Pendant que Jackson traversait l'université en profitant de la réputation et du portefeuille de son père, je construisais quelque chose à partir de rien, développant des compétences et des relations basées sur mon propre mérite. Le contraste entre nos approches n'aurait pas pu être plus marqué, mais j'avais depuis longtemps cessé de mesurer mon succès par rapport à ses avantages. À l'approche de la remise des diplômes, j'ai reçu une offre d'emploi à temps plein de Visuitech avec un salaire modeste mais juste et des options d'achat d'actions supplémentaires. L'entreprise était passée de 8 employés quand j'ai commencé à près de 30, avec une liste de clients comprenant plusieurs entreprises du Fortune 500. Nous fonctionnions encore sur du financement par capital risque plutôt que sur des bénéfices, mais la trajectoire était prometteuse. J'ai accepté le poste immédiatement, excité à l'idée d'aider à construire quelque chose de significatif plutôt que de simplement toucher un chèque de paie. Je ne savais pas que cette décision mènerait à une manne financière au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer et créerait un changement sismique dans ma relation avec mon cousin qui pensait que tout lui était dû. 3 ans après l'obtention de mon diplôme, un mardi matin ordinaire, mon téléphone a vibré avec un texto de Michael, notre PDG, réunion d'urgence pour tous, dans 10 minutes, salle de conférence principale. Mon estomac s'est noué. Dans la culture des startups, les réunions d'urgence signifient généralement l'une des deux choses suivantes, soit l'entreprise ferme ses portes, soit quelque chose de monumental s'est produit. Compte tenu de nos récentes difficultés à obtenir des financements supplémentaires, mon esprit a immédiatement craint le pire. Je me suis dépêché vers la salle de conférence où la tension et la confusion remplissaient l'air alors que 30 employés se rassemblaient, chuchotant des spéculations. Michael est entré, suivi de notre équipe de direction, tous arborant des expressions que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Je vais aller droit au but, a dit Michael, sa voix tremblant légèrement. Il y a 30 minutes, nous avons signé les derniers papiers. Data Corp a acquis Visuitech pour 200 millions de dollars. La salle a explosé. Les gens s'embrassaient, pleuraient, se tapaient dans les mains, appelaient leur famille. Mon esprit s'est vidé alors que j'essayais de comprendre ce que cela signifiait. Plus tard dans l'après-midi, après des heures de célébration au champagne et les premières informations sur la transition, j'ai reçu un courriel avec le calcul de ma participation. En tant qu'employé de la première heure avec des options accumulées, ma part s'élevait à un peu plus de 5% de l'entreprise. L'acquisition se traduisait par 10,2 millions de dollars pour moi avant impôt. Je fixais le chiffre sur mon écran, incapable de comprendre qu'il faisait référence à de l'argent qui serait bientôt le mien. À peine 5 ans plus tôt, je faisais des doubles services pour me payer des manuels scolaires. Maintenant, à 27 ans, j'étais millionnaire plusieurs fois. Dans les jours qui ont suivi, j'ai rencontré des conseillers financiers qui m'ont aidé à comprendre comment gérer ma nouvelle richesse.
J'ai remboursé mes prêts étudiants, acheté un condo modeste mais confortable dans un quartier que je n'avais auparavant que rêvé de pouvoir me permettre, et mis de côté des fonds pour aider mes parents avec leur future retraite. Au-delà de ces mesures pratiques, j'ai apporté peu de changements immédiats à mon style de vie. Ce que je n'ai pas fait, c'est parler de ma manne financière à qui que ce soit, à l'exception de mes parents. Après mûre réflexion, nous avons convenu de garder le montant exact privé, même vis-à-vis de la famille élargie. J'ai continué à travailler dans l'entreprise nouvellement acquise, acceptant un rôle de direction dans l'équipe d'intégration avec un salaire confortable mais pas ostentatoire qui n'attirait pas l'attention. Il n'y a aucune raison que tout le monde ait besoin de connaître ta situation financière, m'a conseillé mon père. L'argent change la façon dont les gens te voient, parfois d'une manière à laquelle tu ne t'attendrais pas. Ces paroles se sont avérées prémonitoires, mais pas de la manière que nous avions anticipé. À peu près à la même époque, Jackson avait obtenu son diplôme de Princeton avec des notes médiocres mais une liste impressionnante de relations sociales. Malgré les avantages de son éducation et de son nom de famille, il a eu du mal à trouver un emploi significatif. Après plusieurs tentatives peu enthousiastes à des postes de débutants qu'il a quittés en quelques mois, les déclarant indignes de son potentiel, il a finalement atterri dans l'entreprise de son père dans un rôle ambigu avec le titre d'« associé au développement stratégique ». D'après ce que j'ai compris des ragots familiaux, le poste impliquait peu de responsabilités réelles mais était assorti d'un salaire généreux, d'une voiture de fonction et d'un compte de dépenses que Jackson utilisait abondamment. Oncle Josh espérait apparemment que son fils finirait par assumer un rôle légitime au sein de l'entreprise, mais les preuves d'une telle croissance restaient insaisissables. Lors d'une rare conversation téléphonique avec tante Mélanie, elle a exprimé une frustration qui frisait l'embarras concernant la trajectoire professionnelle de Jackson. Nous lui avons donné tous les avantages, se lamentait-elle, les meilleures écoles, les relations, les opportunités. Je ne comprends pas pourquoi il a du mal à trouver sa voie alors que d'autres jeunes semblent s'en sortir très bien. Il y avait une qualité pointue dans son commentaire qui suggérait une comparaison avec moi, bien qu'elle ne m'ait pas mentionné par mon nom. Il m'a fallu une retenue considérable pour ne pas souligner que peut-être ces avantages avaient en fait désavantagé Jackson en ne lui permettant pas de développer la résilience et l'éthique de travail nécessaires à une véritable réussite. Au lieu de cela, j'ai murmuré des bruits de sympathie et changé de sujet. Au fil des ans, j'avais appris que discuter des différences dans nos éducations ou nos valeurs ne menait qu'à des tensions. Tante Mélanie et oncle Josh restaient fermement convaincus que leur approche parentale avait été supérieure, malgré les preuves croissantes du contraire. Au fil des ans, mon portefeuille d'investissement a grandi sous une gestion prudente, tandis que ma carrière a progressé grâce à de véritables accomplissements plutôt qu'au népotisme. Je trouvais le travail stimulant et la rémunération plus que suffisante, avec la satisfaction supplémentaire de savoir que mon compte en banque contenait un coussin que la plupart des gens pouvaient à peine imaginer. Le changement le plus significatif dans ma vie n'était pas matériel, mais psychologique. La sécurité financière me permettait de prendre des décisions basées sur ce qui comptait vraiment pour moi plutôt que sur la nécessité économique. Je pouvais prendre des risques professionnels, faire du bénévolat pour des causes auxquelles je croyais et aider des amis dans le besoin sans me soucier de ma propre stabilité. Pendant ce temps, le fil Instagram de Jackson racontait l'histoire de quelqu'un qui maintenait désespérément les apparences du succès tout en contribuant à peu de choses de valeur. Des photos de déjeuners d'affaires, d'événements de réseautage et des légendes motivantes sur le travail acharné et l'esprit d'entreprise semblaient conçus pour convaincre les autres, et peut-être lui-même, qu'il construisait quelque chose de significatif. La collision de nos chemins divergents était peut-être inévitable, bien que je n'ai jamais anticipé à quel point elle serait dramatique lorsqu'elle se produirait enfin. Le catalyseur serait un dîner de Thanksgiving en famille qui modifierait de façon permanente la dynamique de notre famille élargie et forcerait une prise de conscience attendue depuis longtemps des conséquences d'un privilège sans but. L'invitation est arrivée par texto un matin d'octobre frais alors que je me rendais à mon bureau. Thanksgiving annuel chez nous cette année. Nous serions ravis de réunir tout le monde à nouveau. Dites-nous si vous pouvez venir. L'expéditeur était oncle Josh, bien que je soupçonne que tante Mélanie ait dicté le message. J'ai regardé mon téléphone, un nœud se formant dans mon estomac. Cela faisait près de 3 ans que je n'avais pas assisté à un Thanksgiving familial chez oncle Josh et tante Mélanie. J'avais prétexté des engagements professionnels ou des projets de voyage, choisissant plutôt de passer la fête avec mes parents chez nous ou avec des amis qui me semblaient plus une famille que certains de mes vrais parents. L'idée de passer une soirée entière à écouter Jackson se vanter de ses réalisations imaginaires, tandis que tante Mélanie lançait des pics subtils sur mon style de vie modeste par rapport à leur luxe, me donnait envie de rédiger immédiatement un autre refus poli.
Mais quelque chose m'a arrêté. Il était peut-être temps d'arrêter d'éviter ces rassemblements. Après tout, je n'avais rien à leur prouver, et peut-être que ma perspective avait suffisamment changé pour que leur richesse performative ne me dérange plus. Après un moment d'hésitation, j'ai répondu par un simple « Je serai là ». Merci pour l'invitation. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents pour confirmer qu'ils avaient également été invités et qu'ils y assisteraient. Ma mère semblait appréhensive. « Es-tu sûre de vouloir y aller, ma chérie ?» La dernière fois a été plutôt inconfortable pour tout le monde. Elle faisait référence à un dîner de Noël 2 ans plus tôt où Jackson avait passé toute la soirée à décrire son rôle de direction dans l'entreprise de son père, faisant des remarques pointues sur les gens qui manquaient d'ambition tout en jetant des regards dans ma direction. J'avais gardé mon sang-froid, mais mon père avait failli perdre son calme en me défendant avant que ma mère ne change habilement de sujet. Je pense que je suis dans un état d'esprit différent maintenant, les jeux assurés. Leurs opinions ne m'affectent plus comme avant. De plus, ce serait peut-être bien pour nous tous d'être ensemble pour une fois. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est une petite partie mesquine de moi qui voulait observer le sentiment d'importance démesuré de Jackson maintenant que j'avais secrètement plus de sécurité financière qu'il n'en aurait probablement jamais. Non pas que je prévoyais de révéler ma situation, mais le savoir me donnait une certaine immunité à ces fanfaronnades. À l'approche de Thanksgiving, je me suis trouvé étrangement préoccupé par ce qu'il fallait apporter comme cadeau pour nos hôtes. Les années précédentes, j'avais apporté des bouteilles de vin à prix modeste ou des desserts faits maison qui étaient acceptés avec la plus légère pointe de condescendance. Cette année, je pouvais me permettre d'acheter quelque chose d'impressionnant, mais cela me semblait jouer leur jeu de système de valeurs matérialistes. Après mûre réflexion, j'ai opté pour un équilibre, achetant une bouteille de bourbon en édition limitée que mon oncle Josh avait un jour mentionné admirer, accompagnée d'une carte manuscrite exprimant une gratitude sincère pour l'invitation. Ce n'était ni ostentatoire ni inadéquat, un petit reflet de ma relation évolutive avec l'argent. La semaine avant Thanksgiving, j'ai dîné avec David, qui avait été mon petit ami brièvement à l'université avant que nous ne réalisions que nous fonctionnions mieux comme amis. Il était depuis devenu un conseiller financier prospère et était l'une des rares personnes au courant de ma manne financière, m'ayant aidé à structurer certains de mes premiers investissements. Alors, tu vas volontairement passer Thanksgiving avec les gens qui ont été condescendants envers toi toute ta vie, a-t-il demandé incrédule après que j'ai mentionné mes projets. C'est soit très éclairé de ta part, soit complètement masochiste. J'ai ri. Peut-être un peu des deux. J'ai juste l'impression de les avoir évités pendant des années, et il est peut-être temps d'arrêter de leur donner ce pouvoir. De plus, mes parents seront là, et ils ne devraient pas avoir à naviguer dans ces dynamiques sans moi. David a hoché la tête pensivement. Promets-moi juste une chose. Si Jackson commence sa routine habituelle sur le fait d'être un succès autodidacte tout en se vantant simultanément que ses parents financent toute son existence, tu envisageras au moins de laisser tomber le plus petit indice sur ta véritable valeur nette. L'expression sur son visage vaudrait bien le drame familial. C'est exactement ce que je ne vais pas faire, ai-je insisté, bien que je ne puisse m'empêcher de sourire à l'image. Le but est que je n'ai plus besoin de validation externe, surtout pas de la part de personnes dont je ne partage pas les valeurs. Très mature, a concédé David. Mais mon offre tient si tu changes d'avis. Je serais même prêt à débarquer pour le dessert de Thanksgiving en tant que ton faux conseiller financier avec une affaire urgente concernant ton portefeuille à 8 chiffres si tu me donnes le signal. Le matin de Thanksgiving, je me suis réveillé tôt et j'ai passé plus de temps à me préparer, choisissant une tenue simple mais élégante qui projetait une confiance tranquille sans étiquette de créateurs évidente. La contradiction ne m'a pas échappé, me soucier de mon apparence pour des gens dont je prétendais ne pas avoir besoin de l'approbation, mais je les rationalisais comme une armure plutôt qu'un apaisement. Le trajet jusqu'au manoir de banlieue de mon oncle Josh et de ma tante Mélanie a duré 45 minutes, chaque kilomètre augmentant la tension que je ressentais malgré mes meilleurs efforts de pleine conscience. Leur maison était exactement comme je m'en souvenais, imposante et parfaitement entretenue, avec des décorations de fêtes installées par des professionnels et une allée circulaire maintenant remplie de véhicules de luxe, y compris ce que je supposais être la dernière acquisition de Jackson, une Tesla noire brillante. Prenant une profonde inspiration, j'ai rassemblé le bourbon, un bouquet de fleurs et ma résolution avant de me diriger vers la porte d'entrée. Avant que je puisse sonner, la porte s'est ouverte pour révéler tante Mélanie, impeccablement habillée et coiffée comme toujours. « Anastasia, ma chérie, tu es venue » s'est-elle exclamée avec un enthousiasme fin, me faisant la bise sur les 2 joues. « Ça fait bien trop longtemps. » Entre. Tout le monde est dans le grand salon.
Je l'ai suivi à travers le hall d'entrée au sol en marbre jusqu'au vaste salon où divers membres de la famille étaient réunis. Mes parents m'ont immédiatement repéré, mon père levant son verre en guise de salutation tandis que ma mère se dégageait d'une conversation pour venir m'embrasser. Et puis il y avait Jackson, tenant le crachoir près de la cheminée, gesticulant largement en parlant à nos jeunes cousins. Il avait pris du poids depuis la dernière fois que je l'avais vu, son costume coûteux légèrement tendu au bouton, son visage plus plein, mais ses cheveux déjà clairsemés bien qu'il n'ait que 34 ans. Quand il m'a aperçu, il y a eu un éclair momentané de quelque chose, peut-être de l'insécurité, rapidement masqué par sa bravade habituelle. Eh bien, la cousine prodigue est de retour, a-t-il lancé, s'assurant que tout le monde l'entende. Je commençais à penser que tu nous évitais, Anastasia. J'ai souri agréablement, déterminé à ne pas le laisser donner le ton à notre interaction. Bonjour, Jackson. C'est bon de te voir aussi. Joyeux Thanksgiving. Je n'avais aucun moyen de savoir alors que cette plaisanterie forcée serait parmi les derniers mots civils échangés entre nous ce soir-là, ou que dans quelques heures, la façade soigneusement entretenue de l'harmonie familiale se briserait de manière irréparable. Le dîner a été servi dans la salle à manger formelle, un espace utilisé si rarement qu'il conservait une qualité légèrement artificielle, comme un décor de théâtre plutôt qu'une maison habitée. La table était impeccablement dressée avec la porcelaine de famille de tante Mélanie, des couverts en argent sterling et des verres en cristal qui captaient la lumière du lustre ostentatoire au-dessus. Des cartons de table calligraphiés dirigeaient chaque invité vers sa place assignée, un niveau de formalité qui semblait excessif pour une réunion de famille. Je me suis retrouvé assise entre ma mère et la sœur de l'oncle Josh, Margaret, avec Jackson directement en face de moi, une position qui semblait délibérément orchestrée pour maximiser les occasions de comparaison. Mes parents ont échangé un regard entendu alors que nous prenions tous place, mon père me faisant un clin d'œil subtil d'encouragement. La conversation initiale s'est déroulée assez agréablement pendant que les plats étaient passés et que le vin était versé. Nous avons abordé des sujets sur comme le temps inhabituellement doux, les films récents à voir et de légers ragots familiaux sur les cousins qui n'avaient pas pu venir. J'ai commencé à penser que j'avais peut-être surestimé le potentiel d'inconfort, que nous pourrions en fait profiter d'un repas de fête paisible ensemble. Cette illusion a été brisée lorsque l'oncle Josh a levé son verre pour un toast impromptu. Avant de commencer officiellement, j'aimerais souligner quelques développements passionnants. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Jackson a récemment été promu directeur des initiatives stratégiques chez JM Manufacturing. Un murmure de félicitations a circulé autour de la table. J'ai maintenu mon sourire poli, bien que je sache par des contacts dans l'industrie que « directeur des initiatives stratégiques » était précisément le genre de titre vague créé pour les personnes ayant des relations plutôt que des qualifications. De plus, a poursuivi l'oncle Josh, il dirige notre expansion sur le marché asiatique avec une nouvelle gamme de produits qu'il a conceptualisé lui-même. Jackson rayonnait d'autosatisfaction, hochant la tête gracieusement aux commentaires admiratifs des parents qui n'en savaient pas assez pour remettre en question ses affirmations. Mon père a brièvement croisé mon regard, son expression soigneusement neutre, mais ses pensées aussi transparentes pour moi que s'il les avait prononcées à voix haute. Nous savions tous les deux que JM Manufacturing essayait d'entrer sur le marché asiatique depuis des années sans succès, et que toute nouvelle initiative était probablement l'œuvre de la véritable équipe de direction plutôt que du fils de Josh. Anastasia, tante Mélanie s'est tournée vers moi avec un intérêt exagéré. Comment vont les choses dans ta petite entreprise de technologie? Tu apprécies toujours le monde du 9 à 5? Avant que je puisse répondre, Jackson est intervenu. Ne sois pas modeste, tante Mélanie. Je suis sûr que le rôle d'Anastasia est très important. Quel était le titre déjà, cousine? Développeuse senior? Coordinatrice de projet? Je suis la chef de l'équipe d'intégration, ai-je répondu calmement. Après notre acquisition, j'ai géré la manière dont notre technologie est mise en œuvre dans les systèmes existants de la société mère. Acquisition? L'oncle Josh s'est redressé, son intérêt commercial l'emportant momentanément sur la politique familiale. Je n'avais pas entendu parler de ça. Qui a acheté votre start-up? Data Corp nous a acquis l'année dernière, ai-je dit, minimisant délibérément l'importance. La transition a été globalement positive. L'expression de Jackson a vacillé brièvement, la reconnaissance de la position de Data Corp dans l'industrie s'enregistrant avant qu'il ne retrouve son calme. Eh bien, ça doit être bien, d'avoir une société mère stable. Beaucoup moins stressant que le véritable entrepreneuriat, j'imagine. J'ai choisi de ne pas souligner qu'il n'avait jamais entrepris quoi que ce soit dans sa vie,
prenant plutôt une bouchée de dinde et complimentant tante Mélanie pour le repas. La conversation s'est tournée vers d'autres sujets au fur et à mesure que nous progressions à travers plusieurs plats, chacun plus élaboré que nécessaire. Tout au long du dîner, Jackson a ramené à plusieurs reprises la conversation sur sa prétendue perspicacité commerciale, décrivant des réunions avec des investisseurs asiatiques clés et des développements de produits révolutionnaires, en termes assez vagues pour être dénués de sens pour quiconque ayant une véritable expérience des affaires. Mes parents ont maintenu un intérêt poli, tandis que je surprenais parfois mon père en train de réprimer des soupirs d'exaspération. Le moment décisif s'est produit pendant le dessert. Mon téléphone a vibré avec une notification par courriel que j'avais l'intention d'ignorer jusqu'à ce que je voie qu'elle provenait de David avec l'objet « Opportunité d'investissement urgente, clôture ce soir ». Compte tenu de sa connaissance de mes plans pour Thanksgiving, je soupçonnais que c'était vraiment urgent plutôt que sa blague promise sur mes finances. « Excusez-moi », ai-je dit en me levant de table. Je dois m'occuper d'une affaire professionnelle rapide. Tout a l'air délicieux. Je reviens tout de suite. Je suis entré dans le bureau adjacent pour plus d'intimité, parcourant rapidement le courriel de David sur une opportunité d'investissement limitée dans une start-up prometteuse de technologie verte. Les conditions semblaient favorables, et l'entreprise correspondait à mon intérêt pour les investissements durables. J'ai répondu, confirmant mon intérêt pour l'allocation de 2 millions de dollars de mon portefeuille diversifié, ajoutant un post-scriptum demandant comment se passait son propre Thanksgiving. Au moment où j'ai appuyé sur envoyer, j'ai pris conscience que quelqu'un entrait dans la pièce derrière moi. En me retournant, j'ai trouvé Jackson debout inconfortablement près, 2 verres de cognac coûteux à la main. Je pensais que tu voudrais peut-être quelque chose à siroter pendant que tu gères ton urgence critique, a-t-il dit, son ton indiquant clairement qu'il doutait de l'importance de mon interruption. On ne peut pas laisser les seigneurs de l'entreprise profiter de leurs vacances sans prendre des nouvelles, n'est-ce pas? Merci, ai-je dit, acceptant le cognac tout en glissant mon téléphone dans ma poche. Ce n'était pas du travail, en fait, juste une affaire d'investissement urgente. Ses sourcils se sont légèrement levés. Investissement? Comme un ajustement de 4 cents un cas ou quelque chose comme ça? La condescendance dans sa voix a déclenché en moi un rare moment de compétitivité. Non, une opportunité de capital investissement dans le secteur des technologies durables. Capital investissement? Il a ri comme si j'avais raconté une blague amusante. Celle-ci nécessite généralement des mises de fonds minimales d'au moins 100 000. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets tes ressources en commun avec des amis? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a de nouveau vibré avec la réponse de David. Les yeux de Jackson se sont baissés vers l'endroit où la notification illuminait ma poche. Le texte de l'aperçu était clairement visible, confirmé pour 2 millions de dollars. Nous exécutons ce soir. Joyeux Thanksgiving à toi aussi, cher millionnaire. Il y eut un moment de silence absolu pendant que Jackson traitait ce qu'il venait de voir. Son visage passa par la confusion, l'incrédulité, puis quelque chose de plus sombre, un mélange de jalousie et de colère que je n'avais jamais vu auparavant. 2 millions de dollars, a-t-il finalement bafouillé, sa voix s'élevant. À quel jeu tu joues, Anastasia? Je ne joue à aucun jeu, ai-je répondu, soudain consciente que nous créions une scène qui pouvait être entendue depuis la salle à manger. C'est une affaire privée, Jackson. Rejoignons les autres. Mais Jackson n'allait pas laisser passer ça. Il a bloqué mon chemin vers la porte, son visage rougissant sous sa barbe de 3 jours de designer. Non, non, non. Tu ne vas pas lâcher une bombe comme ça et t'en aller. Essaies-tu de me dire que tu as 2 millions de dollars à investir dans une start-up au hasard? C'est plus que la valeur nette totale de la plupart des gens. Jackson, s'il te plaît, baisse la voix, ai-je insisté, entendant la conversation dans la salle à manger faiblir alors que les membres de la famille prenaient conscience de l'agitation. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Oh, je pense que c'est exactement le moment et l'endroit, a-t-il répliqué, me suivant alors que j'essayais de le contourner. Toutes ces années, à mépriser ma famille, à juger notre style de vie, à jouer les supérieurs avec ton éthique de travail et ta vie modeste. Et pendant ce temps, tu es quoi? Secrètement riche? Est-ce une sorte de fonds en fiducie que tu cachais? Nous sommes retournés dans la salle à manger pour trouver tous les yeux fixés sur nous, les fourchettes à dessert suspendues en l'air alors que les parents assemblés essayaient de comprendre la tension soudaine. Est-ce que tout va bien? A demandé tante Mélanie, son sourire d'hôtesse exercé crispé au coin. Demandez à Anastasia, a répondu Jackson avant que je puisse parler. Apparemment, ma cousine, l'humble employée,
brasse des millions de dollars en investissement. Quand comptais-tu partager ce petit détail avec la famille? Un silence stupéfait s'est abattu sur la pièce. Mes parents ont échangé des regards alarmés, clairement non préparés à cette révélation. Jackson, ça suffit, a dit fermement mon père. La situation financière d'Anastasia est son affaire privée. Affaire privée? La voix de Jackson s'est élevée davantage, le cognac débordant du bord de son verre oublié. C'est fort de café venant de toi, oncle David. Toutes ces années à nous faire passer pour les matérialistes parce que nous donnions des avantages à notre fils. Pendant ce temps, ta fille est assise sur une fortune secrète. À quel jeu hypocrite cette famille joue-t-elle? Ce n'est pas un jeu, ai-je dit, retrouvant ma voix malgré le chaos qui se déroulait. La start-up pour laquelle je travaillais a été acquise l'année dernière. Ma participation en action s'est traduite par environ 10 millions de dollars. J'ai choisi de ne pas diffuser cette information parce que cela ne définit pas qui je suis. Le chiffre a atterri comme un coup de poing. Jackson a même légèrement chancelé, son visage se tordant d'incrédulité et d'indignation. Tante Mélanie a eu un hoquet audible, sa main volant à son collier de perles comme pour se raccrocher à quelque chose. 10 millions de dollars, a répété Jackson, chaque mot dégoulinant d'accusation. Tu vaux 10 millions de dollars, et tu as fait semblant d'être juste une employée ordinaire tout ce temps, conduisant cette voiture modeste, vivant dans ce condo ordinaire, faisant comme si de rien n'était. Je n'ai rien prétendu du tout, ai-je répliqué, luttant pour garder mon sang-froid. J'ai continué à travailler parce que je trouve le travail significatif. Je vis avec des moyens confortables parce que le luxe excessif ne m'intéresse pas. Tout le monde ne mesure pas sa valeur par ses possessions, Jackson. Ce fut le point de rupture. Avec un rugissement de frustration qui semblait émaner de quelque part de primal, Jackson a balayé la table de son bras, envoyant verre en cristal, porcelaine fine et le reste de la tarte à la citrouille de tante Mélanie s'écraser au sol. Comment oses-tu, a-t-il crié, des années d'insécurité éclatant d'un coup. Comment oses-tu me juger, moi et ma famille, alors que tu étais secrètement riche tout ce temps? Au moins, nous sommes honnêtes sur qui nous sommes. Tante Mélanie a fondu en larmes, non pas pour sa vaisselle brisée, mais apparemment à cause de la révélation elle-même. Ce n'est pas juste, a-t-elle gémi, se tournant d'un air accusateur vers mon père. Vous nous avez toujours fait nous sentir mal de donner des avantages à Jackson, de vouloir qu'il ait les meilleures choses. Et pendant tout ce temps, votre fille accumulait une fortune en secret. Mon père, normalement la personne la plus calme que je connaisse, s'est levé lentement de sa chaise, sa voix d'un calme mortel. Mélanie, ce qui n'est pas juste, c'est à mes compréhensions fondamentales de ce que nous avons enseigné à notre fille. Anastasia a gagné chaque centime de cet argent par son travail acharné, son intelligence et son caractère, des qualités que nous avons privilégiées par rapport aux biens matériels. Le fait que vous et Jackson ayez immédiatement supposé qu'il devait y avoir une tromperie en jeu en dit long sur vos valeurs, pas sur les nôtres. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception des sanglots continus de tante Mélanie et du son de la respiration haletante de Jackson alors qu'il me fixait avec une hostilité non dissimulée. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai, ai-je dit tranquillement, m'adressant non seulement à Jackson, mais à toute la famille stupéfaite. Chaque opportunité, chaque accomplissement, chaque dollar. Personne ne m'a rien donné. Pendant des années, je vous ai écouté dénigrer mes choix, insinuant que je manquais d'ambition ou de succès parce que je n'étalais pas la richesse ou le statut. Je n'ai jamais corrigé ces suppositions parce que je ne mesure pas ma valeur selon vos normes, et je ne vais pas commencer maintenant. J'ai pris mon sac à main et mon manteau, soudain épuisé par toute cette mascarade. Merci pour le dîner. Je pense qu'il est préférable que je parte maintenant. Alors que je me dirigeais vers la porte, je me suis arrêté pour poser la bouteille de bourbon que j'avais apportée sur la table d'appoint, toujours soigneusement emballée avec sa carte manuscrite. Cela semblait être un symbole de quelque chose maintenant, une offrande de paix rendue insignifiante par le gouffre de compréhension qui s'était enfin, irrévocablement, révélé. Derrière moi, je pouvais entendre Jackson continuer à fulminer, sa voix se brisant d'émotion. Elle se croit tellement meilleure que tout le monde, la petite mademoiselle parfaite avec ses millions secrets, pendant que le reste d'entre nous ne sommes que des matérialistes superficiels à ses yeux. La dernière chose que j'ai entendue en fermant la porte d'entrée était l'accusation stridente de tante Mélanie dirigée contre mes parents. C'est de votre faute. Vous l'avez élevé pour nous juger. L'air froid de novembre m'a frappé le visage comme une gifle bienvenue, dissipant le brouillard émotionnel de la salle à manger alors que je me dirigeais vers ma voiture, les mains tremblant légèrement en cherchant mes clés.
Ce qui venait de se passer semblait capital, une collision de visions du monde qui se préparait depuis des décennies, explosant finalement avec une force qui avait détruit plus qu'un simple dîner de Thanksgiving. Le trajet de retour de la maison de mon oncle et ma tante s'est déroulé dans un flou. Les lampadaires s'étiraient, déformés par des larmes que je n'avais pas réalisé couler. Au moment où je suis arrivé dans le parking de mon condo, un vide creux s'était installé dans ma poitrine, remplaçant la colère et la défensive d'auparavant. Je n'étais pas contrarié par la révélation de ma situation financière, cela allait finir par se savoir. Et peut-être y avait-il même un certain soulagement à ce que ce soit connu. Ce qui me dévastait, c'était de réaliser que ma famille, les gens qui me connaissaient depuis toujours, pouvaient si rapidement me réduire à un simple chiffre, pouvaient supposer la tromperie plutôt que la réussite, pouvaient transformer quelque chose que j'avais gagné par des années de dévouement en quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, faisait de moi la méchante de notre récit familial. Dans mon appartement, j'ai enlevé mes talons et me suis effondré sur le canapé, sans prendre la peine d'allumer les lumières. L'obscurité correspondait à mon humeur alors que je repassais les événements de la soirée, me demandant si j'aurais pu gérer les choses différemment. Aurais-je dû divulguer ma manne financière immédiatement? Cela aurait-il empêché l'explosion de ce soir ou simplement étalé le drame inévitable sur une plus longue période? Mon téléphone a vibré à plusieurs reprises avec des textos de mes parents, vérifiant que j'étais bien rentré et exprimant leur consternation face à ce qui s'était passé. J'ai envoyé de brèves assurances mais n'ai pas pu rassembler l'énergie pour une vraie conversation. Demain serait bien assez tôt pour tout digérer ensemble. Juste au moment où j'allais mettre mon téléphone en silencieux pour la nuit, il a sonné avec un appelant inattendu, oncle Josh. Mon doigt a hésité sur l'écran avant que je ne réponde finalement. Anastasia. Sa voix semblait tendue, plus vieille en quelque sorte qu'elle ne l'était quelques heures plus tôt. Je voulais appeler. Eh bien, je ne sais pas exactement quoi dire, sauf que je suis désolé de la façon dont la soirée s'est déroulée. Les excuses m'ont surprise. Oncle Josh avait toujours été affable mais distant, plus soucieux des apparences que des liens authentiques. Cette vulnérabilité était un territoire inconnu. C'était une situation malheureuse pour tout le monde, ai-je répondu de manière neutre, ne voulant pas accepter le blâme mais ne souhaitant pas non plus envenimer les choses. Mélanie il a fait une pause, cherchant ses mots. Elle est bouleversée. Elle a toujours été sensible aux comparaisons entre nos familles, aux approches parentales. Découvrir votre succès a déclenché quelque chose en elle. Et Jackson? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Un lourd soupir est passé par la ligne. Jackson et Jackson. Il n'a jamais bien géré les affronts perçus. Mais c'est en partie de notre faute, n'est-ce pas? Nous ne lui avons jamais appris à gérer la déception ou à se mesurer à ses propres normes plutôt qu'à celles des autres. L'aveu était si inattendu que pendant un moment, je n'ai pas pu répondre. De toutes les années de dynamique familiale, je n'avais jamais entendu mon oncle reconnaître un quelconque manquement dans la façon dont ils avaient élevé leur fils. J'apprécie l'appel, ai-je finalement dit. Je pense que tout le monde a besoin d'un peu de distance en ce moment. Peut-être qu'après les fêtes, nous pourrons réessayer avec une compréhension plus claire. Peut-être, a-t-il convenu, bien qu'aucun de nous ne semble convaincu. Pour ce que ça vaut, je suis fier de ce que tu as accompli, Anastasia. Vraiment. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans le noir pendant un long moment, retournant ces mots, cherchant la sincérité que je voulais croire présente. Le lendemain matin, je suis allé chez mes parents pour un débriefing qui était à la fois un traitement émotionnel et une planification stratégique pour les futures interactions familiales. Ma mère a fait du café fort pendant que mon père arpentait la cuisine, toujours agité par les accusations de sa belle-sœur. Quel culot, a-t-il marmonné pour peut-être la 10e fois, comme si t'apprendre la valeur du travail acharné et du caractère était une sorte de crime contre Jackson. David, intervint doucement ma mère, nous avons établi que la perspective de Mélanie est déformée. Le répéter n'aide personne, et surtout pas Anastasia. J'ai siroté mon café, trouvant du réconfort dans leur soutien indéfectible. Que se passe-t-il maintenant? Sommes-nous juste censés faire comme si de rien n'était la prochaine fois que nous les verrons? Mon père a reniflé avec mépris, mais ma mère a sérieusement considéré la question. Je pense que le temps le déterminera. Les familles ont traversé des tempêtes pires. Mais peu importe ce qu'ils choisissent de faire, tu n'as rien à te reprocher. Ton succès est mérité, et tes choix sur la façon de gérer ce succès reflètent des valeurs que nous sommes fiers d'avoir inculquées. Elle a tendu la main sur la table pour me serrer la main. La vraie question est de savoir ce que tu veux pour l'avenir.
Veux-tu une relation avec cette partie de la famille? À quelles conditions? C'était une question à laquelle je ne pouvais pas répondre immédiatement, mais qui guiderait mes réflexions dans les mois qui suivirent. 3 mois après le désastre de Thanksgiving, j'ai reçu un texto surprenant de tante Mélanie. Jackson a commencé un nouveau travail aujourd'hui, pas dans l'entreprise familiale. Débutant dans une agence de marketing en ville. Son choix. Je pensais que tu aimerais le savoir. Le message, dépourvu de sa manipulation émotionnelle habituelle ou de son agressivité passive, semblait être une sorte de rameau d'olivier. J'ai répondu par un simple encouragement, c'est un grand pas. Je lui souhaite le meilleur. Par le biais des ragots familiaux, j'ai appris plus de détails par la suite. Après la révélation de Thanksgiving, Jackson avait apparemment traversé une sorte de crise d'identité, culminant dans la décision d'essayer de construire une carrière sans les relations ou le soutien financier de son père. C'était le premier emploi qu'il avait jamais obtenu entièrement par ses propres mérites, et malgré le fait que le poste de débutant soit une régression significative par rapport à son rôle de direction fabriqué, on disait qu'il s'appliquait avec une diligence inattendue. Pendant ce temps, j'avais fait ma propre introspection. La sécurité financière qui m'avait autrefois semblé une victoire privée me semblait maintenant porter une responsabilité. Après des consultations avec des conseillers financiers et une réflexion considérable, j'ai créé un fonds de bourse d'études pour les étudiants de première génération étudiant dans les domaines technologiques, en particulier ceux qui travaillaient tout en poursuivant leurs études. La dotation initiale était de 2 millions de dollars, assez pour soutenir 10 étudiants chaque année avec les frais de scolarité et des allocations. Je l'ai nommé d'après mes parents, honorant les valeurs qu'ils m'avaient inculquées plutôt que de chercher une reconnaissance personnelle. Lorsque le journal local a publié un petit article sur la nouvelle bourse, j'ai envoyé la coupure à ma famille élargie sans commentaire. Il ne s'agissait pas de leur prouver quoi que ce soit, mais plutôt de démontrer par des actions plutôt que par des mots ce que la richesse signifiait pour moi, une opportunité de créer des opportunités pour les autres. Une année entière s'est écoulée avant que je ne revoie Jackson. C'était au mariage d'un cousin, un terrain neutre où la politique familiale était temporairement suspendue au service de la célébration. Il s'est approché de moi pendant la réception, visiblement plus mince qu'à Thanksgiving, son costume de marque remplacé par quelque chose de plus modeste mais mieux ajusté. « Salut », a-t-il dit maladroitement, en tendant la main. Ça fait un moment. Je l'ai serré, cherchant sur son visage des signes de l'hostilité qui avaient défini notre dernière rencontre. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu, de l'humilité. J'ai entendu dire que tu avais fait des changements, ai-je proposé, lui donnant une ouverture. Il a hoché la tête, regardant son eau gazeuse plutôt que le champagne que les autres tenaient. Il s'avère que recommencer est plus difficile que de partir de zéro. Qui l'eût cru? Tous ceux qui ont déjà dû le faire, ai-je répondu, mais sans méchanceté. Un fantôme de sourire a touché ses lèvres. C'est juste. Écoute, je ne suis pas doué pour ce genre de choses, mais je te dois des excuses. Ce que j'ai dit à Thanksgiving, comment je me suis comporté. Ce n'était pas à propos de toi. Ça n'a jamais vraiment été à propos de toi. Je sais, ai-je dit simplement. Le truc de la bourse, a-t-il poursuivi. C'était vraiment quelque chose. Maman m'a montré l'article. Ça m'a fait réfléchir à ce que je ferais si j'avais soudainement ce genre d'argent. Et j'ai réalisé que je n'en avais aucune idée au-delà d'acheter des choses dont je n'avais pas besoin. C'était une prise de conscience. Nous avons parlé pendant près d'1 heure, non pas d'argent ou de succès ou du passé, mais des défis de découvrir qui vous êtes lorsque tous les marqueurs externes sur lesquels vous vous êtes appuyés sont supprimés. Pour peut-être la première fois de notre vie, nous avons parlé d'égal à égal, chacun reconnaissant nos propres luttes et notre croissance sans comparaison ni jugement. Au fil des ans, ma relation avec la richesse a évolué. J'ai appris que l'argent en soi est neutre, ni intrinsèquement corrupteur ni anoblissant. Ce qui compte, c'est la relation que nous choisissons d'avoir avec lui, les valeurs qui guident nos décisions concernant le fait de gagner, de dépenser, d'économiser et de partager. La jalousie que je ressentais autrefois en regardant Jackson tout recevoir me semble maintenant de l'énergie gaspillée. En vérité, on m'a donné quelque chose de bien plus précieux que des avantages matériels. On m'a donné la chance de découvrir ma propre force, de construire la confiance par la réussite plutôt que par l'acquisition, de trouver la satisfaction dans l'effort plutôt que dans le sentiment que tout m'est dû. Et Jackson? Il est toujours en train de trouver ses marques, démêlant toujours l'héritage compliqué du privilège sans but. Nous ne sommes pas proches, mais il y a un respect mutuel qui était impossible auparavant.
Parfois, les plus grands cadeaux nécessitent le déballage le plus douloureux. Les 10 millions de dollars ont changé ma vie, mais pas de la manière à laquelle la plupart des gens pourraient s'attendre. La véritable liberté qu'ils ont fournie n'était pas la liberté du travail ou des soucis, mais la liberté de la validation externe, du besoin de prouver ma valeur par des possessions ou des titres, ou par l'approbation d'autres personnes qui mesurent le succès selon des normes différentes. La vraie richesse, j'ai découvert, ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous valorisez. Il s'agit de construire une vie alignée sur vos principes les plus profonds plutôt que sur les attentes des autres. Il s'agit de reconnaître que recevoir tout signifie souvent ne rien développer en soi, tandis que gagner sa vie signifie devenir quelqu'un qui ne peut jamais être diminué par les circonstances ou les opinions des autres. Si vous vous êtes déjà senti comme l'outsider dans votre famille ou si vous avez vu d'autres recevoir des opportunités pour lesquelles vous avez dû vous battre, souvenez-vous que les luttes qui semblent injustes sont souvent les expériences mêmes qui développent vos qualités les plus précieuses. Les choses pour lesquelles nous travaillons le plus dur deviennent les fondations que nous ne pouvons jamais perdre. Quelles sont vos pensées sur le sentiment que tout vous est dû par rapport au fait de mériter votre vie? Avez-vous connu des dynamiques familiales similaires? Laissez un commentaire ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de cette perspective aujourd'hui. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et souvenez-vous que votre valeur n'est jamais déterminée par votre valeur nette, mais par le caractère que vous construisez en chemin.